exactement que l'éloquence. Et je trouve qu'aujourd'hui, vous y avez donné de bonnes réponses, puisqu'on a eu à la fois des choses qui relevaient vraiment d'une capacité à séduire un auditoire, de l'improvisation, de l'humour, des prises à témoin vis-à-vis du public. Mais on a eu aussi des choses qui relevaient d'une expression plus personnelle, de quelque chose de plus écrit, et finalement d'un certain style. Certains ont choisi le naturel, ils étaient vraiment en dialogue avec vous. D'autres avaient peut-être une approche un peu plus écrite, mais qui montrait le souci qu'ils avaient aussi d'exprimer le plus justement possible leurs idées. Alors, comme on n'est pas à l'école des fans, on n'a pas pu mettre des 10 à tout le monde. Donc, on en a sélectionné 3. Le premier que je vais appeler, il est 3e, il a participé, il a été remarqué pour sa présence et son charisme, et c'est Kilian Chartrain. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous parler du sujet qui est Internet peut-il sauver le monde ? J'y répondrai plus tard et avec le temps dans ce que je vais dire. Alors déjà, qu'est-ce qu'est Internet ? Si vous ne savez pas, il y a quelques temps, c'est-à-dire en 2012, on était à peu près 2,3 milliards de personnes à l'utiliser. Aujourd'hui, actuellement, on est près de la moitié de la planète à l'utiliser. Je vous conseille quand même de nous rejoindre, on est une communauté bien sympathique, on s'éclate bien quand même, il y a pas mal de choses à faire. Alors, mis à part ça, Internet, finalement, qu'est-ce que ça peut faire concrètement ? Internet, ça peut faire énormément de choses. J'ai pas assez de temps pour toutes les définir, je vais vous en définir que 2, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait au niveau social et qu'est-ce que ça fait au niveau de la médecine et des sciences. Alors, au niveau social, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques temps, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas la capacité, par exemple, à se faire des amis dans le vrai monde, c'est-à-dire à discuter, à parler, à avoir une aisance à l'oral. Il y en a qui sont très timides et qui ont beaucoup de mal à avoir une vie sociale active. Grâce à Internet, notamment Facebook, par exemple, je vais vous expliquer pourquoi, ces personnes-là se sont créées un vrai réseau, ont vraiment beaucoup de personnes à qui parler, et de par le monde. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait parler avec quelqu'un qui vit en Chine, aux États-Unis, au Japon, enfin bref, partout où il y a Internet. Alors pourquoi Facebook ? Tout simplement parce qu'on a calculé que sur le temps total de l'utilisation d'Internet dans le monde, c'est de la moitié de la planète, 10% sont consacrés à Facebook. Ça fait quand même une sacrée somme de temps. Donc pourquoi tout ça ? Tout simplement parce que beaucoup de personnes attachent de l'importance à la communication avec les gens. Rien que pour exemple, par exemple, ce week-end, je vais me prendre moi pour exemple, j'ai été à un mariage de mon cousin qui s'est marié avec une personne qu'il a rencontrée sur un jeu en ligne, WoW par exemple, World of Warcraft. Rien que pour dire que c'est possible, ça arrive, c'est pas impossible. Si aujourd'hui il y a des pubs sur la télé, sur, je sais pas, Adopte un mec par exemple, je vais donner un exemple idiot, ou Elite Rencontre, je sais pas, c'est les derniers trucs que j'ai vus il y a quelques temps, c'est parce que ça marche, il y a de l'argent, il y a des gens qui viennent. Donc c'est qu'il y a des personnes qui effectivement utilisent Internet pour faire des vraies rencontres, pour se créer plus que ça un réseau d'amis ou même voire trouver l'âme sœur. Voilà, ça arrive, ça peut arriver. Donc voilà, au niveau social, ça peut sauver des personnes. Maintenant, au niveau par exemple de la médecine et des sciences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, c'est beaucoup de données regroupées. C'est énormément de données. Tout le monde peut vraiment mettre en ligne ses recherches s'il le souhaite. Il y a énormément de brevets, par exemple, qui ont été mis sur Internet par des gens qui voulaient propager leur savoir. Ainsi, comme ça, des personnes avec un regard externe peuvent les rassembler. Amine, par exemple, mon camarade, nous a parlé d'un petit Américain, par exemple. Non, 19 ans, il n'est pas petit, pardon. Donc, enfin, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec les sciences, mais qui, avec leur regard externe, ont un aperçu global de ce qu'ils pourraient faire avec ces connaissances-là. En plus, mis à part les connaissances, par exemple, aujourd'hui, les chirurgiens, enfin ça commence à se développer et ce le sera plus dans le futur, les chirurgiens utilisent des machines pour éviter les tremblements de leurs mains, pour éviter les erreurs humaines dans l'utilisation, enfin quand il fait une opération, quand il charcute quelqu'un, non, quand il fait une opération, pardon, excusez-moi du terme, et donc du coup, ça limite énormément des choses. Plus tard,
certaines personnes qui étaient en médecine ont certainement peut-être dû entendre de ça, par exemple, c'est que Internet, plus tard, ce sera utilisé pour faire des pronostics. On entre dans une salle de médecine, on dit bonjour au médecin, il y a des capteurs, ils savent déjà ce que vous avez. Finalement, le médecin, il sert juste à dire bonjour et puis à transcrire les résultats qui ont été donnés. Donc vraiment, Internet, au niveau de la médecine, ça va révolutionner quelque chose. Ça l'a déjà fait, ça continuera de le faire et ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. On va vers une disparition des médecins, pas tout de suite, pas proche, mais si vous allez dans les cours de médecine, et ce dont certains on le fait, c'est un risque qu'on vous dit. On vous dit, plus tard, il se pourrait que vous soyez remplacé par des machines, par Internet, par tout ça. Donc voilà, ça révolutionne ces deux pôles qui sont très importants. Donc en conclusion, alors Internet, au final, peut-il sauver le monde? Eh ben non, il ne peut pas. Internet aura beau changer les sujets autant que vous voulez, autant les pôles les plus importants, ça ne changera pas le monde. Demandez à votre stylo de faire votre contrôle, vous allez voir le résultat. Non, c'est vous le jour du contrôle qui est avec vos connaissances, avec votre stylo, allez écrire. Internet, ça ne sert à rien. C'est donc à vous, le jour J, qu'il faudra sauver notre monde, et pas Internet. Voilà. Merci d'avoir participé, et puis bon courage. Merci à tous quand même d'être venus aussi nombreux parce que bon, ça reste quand même une épreuve de venir écouter des gens parler. En ce qui concerne Kylian, on a trouvé qu'il y avait vraiment un très bon travail sur l'improvisation, puis la capacité comme ça à être en dialogue avec l'auditoire. Et ça, c'était très réussi. 400 grammes de dinde hachée. Pardon. Donc, le deuxième, eh bien, je ne vais pas pouvoir lui remettre son prix parce qu'il n'est pas là. C'est Romain Julienne, et vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure. Hey, salut, je m'appelle Romain. Et salut toi, et toi je t'aime pas. Alors j'ai 19 ans, et je suis un no-life, et Internet fait intégralement partie de ma vie. Il fait intégralement partie de votre vie. Il est la plus grande source d'informations de notre temps. Il nous permet d'échanger rapidement des informations. Internet nous permet d'évoluer très rapidement. Nos connaissances scientifiques croient, notre créativité est désormais partagée. Et c'est bien connu que plus nous partageons notre savoir et plus nous nous protégeons de notre propre bêtise. Comme exemple que pourraient donner mes camarades en faveur d'un Internet sauveur de notre monde, il y a Internet peut être utilisé pour protéger la population en étant un moyen rapide et efficace de la prévenir d'un danger imminent. Bravo Internet! Internet a permis l'élaboration de soins grâce aux différents travaux de laboratoire disséminés dans le monde, rassemblés dans des serveurs. Bravo Internet! Ou encore, Internet est une évolution technologique de l'information avec laquelle nous ne pouvons plus nous passer. Elle est extrêmement puissante et aux possibilités gigantesques. Mais c'est une vision naïve. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne manière de voir les choses. Et je vais vous le dire pourquoi. Avec une seule question. Êtes-vous immortel ? Normalement, votre réponse va être non. À moins que vous ayez percé le secret de la télomérase. Et même, si vous l'avez percé, une balle dans la tête et c'en est fini de vous, car vous n'êtes pas invincible. Votre mort est inéluctable. Qu'importe votre connaissance, votre nombre d'amis sur Facebook, votre nombre d'abonnés Instagram. La destruction fait partie intégrante de notre monde. Même Superman peut mourir. Alerte spoiler. Les ruines de nos bâtiments sont une preuve contemporaine de cette destruction. Vous êtes même la preuve de la destruction perpétuelle de notre univers. Ne sommes-nous pas, après tout, de la poussière d'étoiles? Maintenant, je vais juste vous demander une petite chose. Vous allez élargir votre vision à celle d'une espèce. Ça ne devrait pas vous prendre très longtemps. Quel est le point commun entre le moa, le tigre du Bali, l'otari du Japon, et je pense que vous allez vite venir là où je veux en venir, excusez-moi, le dodo. Vous savez, cette petite chose, cet oiseau qui a disparu, parce que oui, toutes ces espèces que j'ai citées ont disparu. Et aujourd'hui, il en disparaît encore. Pourtant, on a Internet, on sait ce qui se passe dans le monde. On like des pages Facebook qui protègent les bébés phoques, les rhinocéros blancs, les dauphins et même Kim Kardashian. Dans ce cas-là, ça ne nous sauve pas vraiment. Mais Internet, même avec la meilleure utilisation que l'homme peut en faire, il ne pourra jamais remettre en cause le fait que vous allez mourir, que notre espèce va disparaître et que l'univers s'effondrera.
Internet ne peut pas agir sur ce qui détruit l'homme, car l'homme lui-même ne le peut. La seule chose qui fait penser à mes camarades qu'Internet peut nous sauver, c'est leur optimisme irraisonnable, leur vision d'une espèce immortelle et toute puissante. En vérité, leur vision à court terme. En conclusion, Internet n'a aucun pouvoir d'action sur votre mort ou sur la destruction de toute chose. Internet ne va pas vous sauver, il vous donnera au mieux le sentiment qu'il le peut. Romain, en deuxième position, c'était vraiment le travail sur l'éloquence qui est aussi un jeu, hein, se faire plaisir, inventer quelque chose, jouer avec son public. Et ça, même s'il n'était pas là, on a trouvé que ça marchait bien. Le premier, c'est Antoine Sabrier. Alors, bonjour, le sujet de ce débat est « Internet peut-il sauver le monde ?» Alors j'ai choisi d'aborder ce sujet sous l'angle des médias. En effet, les médias jouent un rôle pour beaucoup dans la vie de tous les jours, et d'autant plus en période de lutte. En effet, on a beaucoup parlé des médias, notamment lors des révolutions arabes, par exemple, du printemps arabe il y a quelques années. Et donc moi, j'ai décidé d'en parler, du coup, des médias, dans le contexte actuel de la lutte contre la loi El Khomri et son monde. De voir comment les médias interviennent et leur rôle et comment ils agissent. Donc voilà, mon discours se décomposera en deux parties. Alors, je parlerai à la base des médias traditionnels en première partie, des médias mainstream, vous voyez tous les jours à la télé, sur Internet surtout, parce que c'est le sujet du débat, voilà. Et en seconde partie, des médias indépendants qui fleurissent sur Internet de tous les côtés, des nouvelles initiatives. Donc voilà. Donc les médias mainstream, ils ont une présence écrasante, notamment sur la toile, surtout dans vos réseaux sociaux. Quand vous regardez par exemple votre newsfeed sur Facebook ou sur Twitter par exemple, vous avez tout le temps les mêmes articles des mêmes médias qui sont spammés. Mettons Le Parisien, Le Figaro, Libération ou d'autres encore, qui sont vraiment des médias très importants, à large diffusion, qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour matraquer leurs articles et leurs idées. Et au final, rien que le mot à la base, newsfeed, c'est vraiment vous nourrir d'informations, vous abreuver de cette information qui au final n'est pas forcément la bonne. Donc on voit notamment l'occultation de certains sujets au profit d'autres. Par exemple, je vais vous demander de penser à la dernière fois que vous avez lu un article, par exemple sur les casseurs, que j'appellerais plutôt militants radicaux ou activistes. La dernière fois que vous avez lu un article sur les casseurs, réfléchissez-y pendant quelques secondes. Et maintenant, je vais vous demander de penser à la dernière fois que vous avez vu un article sur les Panama Papers. Voilà, merci beaucoup. Donc on a vraiment de la désinformation par l'information au final. Le fait d'occulter certains sujets, comme ça. Donc c'est ce que décrivait par exemple George Orwell dans son livre 1984, que je pense certains d'entre vous ont lu, peut-être même beaucoup. Donc voilà, donc c'est la débilisation de la population par le flot d'une information qui est uniformisée. Uniformisée à l'heure actuelle, vous devez savoir qu'on a en France l'agence France Presse, l'AFP, qui publie beaucoup de dépêches qui sont pas orientées, qui sont vraiment neutres, que beaucoup de médias vont reprendre pour, par exemple, écrire eux-mêmes leurs articles. Donc, vous voyez, ce qui nous donnera des articles, par exemple pour Le Figaro, qui seront un peu aromatisés aux idées droitisantes, ou pour Libération, aromatisés aux idées gauchistes, mais au final, ça restera plus ou moins les mêmes articles. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce problème, et après, se tourner vers les alternatives. Donc voilà, donc maintenant je vais parler des alternatives. Donc tout n'est pas perdu. Il existe des médias moins connus et indépendants. Cela permet de partager nos news, nos idées et notre culture librement. Donc ces médias sont en général des médias d'investigation ou de reportage qui vont récupérer leurs informations sur le terrain. Donc on aura Mediapart, lundi matin, Gazette Debout qui a été lancée par l'initiative et une commission de Nuit Debout par exemple. Donc ces médias sont alimentés par des informations recueillies sur le terrain. C'est vraiment très important, ce qui fait qu'ils ne passeront pas forcément par l'agence France Presse que je décriais juste avant. Et
Donc c'est surtout des médias qui font leur communication par les réseaux classiques, les réseaux sociaux. Donc l'information elle est présente, mais elle n'est pas relayée de la même manière. Par exemple sur Facebook, vous devez être au courant des liens sponsorisés, des médias qui payent pour avoir leurs articles en avant alors que vous ne likez pas leur page ou que vous ne les suivez pas sur Twitter par exemple. Et donc cette information elle existe et elle est là. Et il y a aussi des initiatives autonomes, des gens qui font ça pas pour l'argent ou pas pour spécialement la reconnaissance de leur public ou pour gagner plus d'argent, engraisser leur patron ou tout ça. Donc voilà, donc là-dessus je vais parler de par exemple Taranis News sur YouTube. C'est un mec qui fait des vidéos pour lui et pour montrer aux gens au final qui n'ont pas forcément accès aux manifestations ou aux rassemblements, qui ne peuvent pas s'y présenter, mais au final il va montrer pas forcément la réalité des choses vu que ce sera son point de vue, vu qu'il était dedans, mais il va pouvoir donner un accès à ces gens à de l'information qui n'aura pas été traitée par les médias. Et je vous dirais juste sa devise, c'est liberté, égalité, full HD. Voilà. Et il faut aussi rappeler quand même une certaine censure d'État sur ces médias. Vous avez dû entendre parler il y a quelques jours d'un reporter du magazine Fumigène, Nomade, qui a été interdit de manifestation, notamment grâce à l'état d'urgence. Il a été interdit de manifestation, mais je tiens à rappeler quand même que c'est un journaliste avec carte de presse, voilà, auquel on interdit un accès à certains rassemblements parce qu'il prend des photos et des vidéos ou qu'il écrit des articles qui ne vont pas être vraiment cautionnés par l'État et le système actuel. Donc voilà. Donc conclusion, la liberté de presse, elle est respectée entre guillemets, parce que nos journalistes ne sont pas vraiment dirigés par l'État, mais quand même, dernièrement, notamment l'interdiction de manifestation de ce manifestant et journaliste à la fois, parce qu'il partage nos idées, voilà. Donc je voudrais encore vous rappeler le syndrome de 1984, donc voilà, il décrivait vraiment la débilisation de la population, grâce à cette information uniformisée qui arrivait directement à la bouche du peuple, qui n'avait pas besoin d'aller la chercher. Au final, c'est un peu ce qui se passe pour vous sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez que les alternatives, elles existent. Que l'information est là, elle est partout, il faut juste aller la chercher. Lire même par exemple un même article sur plusieurs sites indépendants pour vraiment se faire son idée dessus, sans avoir à lire et gober tout ce qu'un organisme va vous donner à attraper. Donc voilà, donc votre choix, maintenant, ça va être d'aller chercher cette information, de prendre du temps au final pour le faire, ou bien d'avaler tout ce qu'on vous apporte. Voilà. Donc se baisser et ramasser, ou bien avaler ce qu'on vous apporte à la bouche. Et au final, pour rejoindre la problématique du débat, Internet peut-il sauver le monde? Internet, c'est juste un outil. C'est vous qui sauverez le monde, c'est nous qui sauverons le monde. C'est pas Internet. La solution, elle viendra de nous. Voilà. Je vous remercie. Donc voilà, et je profite aussi du fait d'avoir la parole devant vous maintenant pour, voilà, donc pour parler plus de la lutte, entre guillemets. Désolé, juste vraiment une minute. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, l'UNEF n'est plus présente sur le campus, c'est eux qui organisaient les AG, les trucs. Voilà, donc ils ont passé leur partiel, ils sont partis en vacances, ils ont eu les voix au début de l'année, on les voit plus. Voilà. Donc maintenant, moi je suis disponible, vous pouvez venir me parler, que vous soyez professeur, de l'administratif ou élève. Vous pouvez venir me parler, je suis disponible, on peut en discuter, que vous partagez mes vues ou pas. Et je voulais aussi vous rappeler que devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent et bien sûr ceux qui s'organisent. Je vous remercie. Ce qui nous a plus particulièrement chez Antoine, c'était qu'on y voyait l'éloquence un peu en acte, mise au service des idées. Donc ça c'est quelque chose vers quoi on vous encourage, quelles que soient vos opinions, quelles que soient vos idées, quels que soient les contextes, utilisez ces outils. On essaie de vous les donner, de vous aider à les acquérir ici. On voulait donc aussi donner quelques mentions spéciales donc, à Mouloud, qui nous a beaucoup plu par le style oratoire, vraiment très maîtrisé de ce qu'il avait préparé. Le discours était très structuré, très clair, vous avez une belle diction, donc c'est très encourageant pour la suite. J'expliciterai ici donc le cas de 3 domaines spécifiques, le domaine de la recherche, du social et de la politique.
Le domaine de la recherche donc. Le domaine de la recherche a en effet fait un grand bond en avant en adoptant dans son processus de communication l'outil de large diffusion qu'est Internet. Il est maintenant évident et même essentiel pour un chercheur de publier un article scientifique sur le sujet qu'il traite dans ses recherches sur Internet. Je peux utiliser les réseaux sociaux et les pétitions en ligne pour faire rallier à ma cause des personnes qui le feront à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre des proportions tout à fait incomparables si je m'étais passé d'Internet. Les dirigeants de la classe politique essayent de s'adapter également à cette nouvelle technologie. Nombreux sont les gouvernements autoritaires ou dictatoriaux à avoir pris des mesures coercitives vis-à-vis d'Internet. Et pour cause, la facilité avec laquelle on peut communiquer une information et la relier dans le monde sur Internet peut entraîner de façon presque instantanée des soulèvements de grande ampleur qui effraient, par-dessus tout, les gouvernements impopulaires qui prospèrent sur l'ignorance et la résignation des populations face à l'état de droit. Ces mesures de rétorsion sont néanmoins tout à fait éphémères compte tenu qu'Internet est un média décentralisé et qui, malgré les filtres, aussi sévères soient-ils, sont facilement contournables, contrairement aux autres médias d'information traditionnels, comme la radio, la presse ou la télévision, qui sont facilement affectés par la censure. Internet est capable d'instruire les masses sur des causes vitales pour le monde et trop souvent occultées dans les médias traditionnels. Or, si le peuple veut changer le monde, il le pourra par son biais. Je vous remercie. On voulait féliciter aussi Amine pour ses talents d'improvisation qu'on connaît bien et pour le plaisir qu'il prend à communiquer, parce que c'est un plaisir qui est partagé. Le nombre de problèmes est divers et varié, des crises sociales, des crises environnementales, beaucoup d'inégalités encore. Et Internet peut-il régler tous ces problèmes? Pour les crises environnementales, les dirigeants des plus grands pays, de tous les pays, comme la conférence de Rio en 92 ou la COP21 cette année à Paris, vous l'avez sûrement suivi, se rassemblent pour amener des directives afin de protéger notre planète. Mais Internet, nous sommes juste des utilisateurs, nous sommes 3 milliards. Des collectifs d'associations se sont regroupés, se sont rassemblés. Le tout pour rédiger une charte de bonne conduite. Cette charte a eu plus de 10 millions de signatures électroniques, on peut dire, d'Internet. 10 millions de personnes, de citoyens du monde, ont décidé d'adopter cette charte et de prendre ces bons réflexes pour préserver notre planète. Ces 3 milliards d'utilisateurs quotidiens, imaginons qu'ils signent cette charte. 3 milliards de personnes, nous sommes 7 milliards, donc presque la moitié. Si presque une personne sur deux dans notre planète se décide d'adopter tous ces bons réflexes pour la préserver, peut-être que ça fera la différence. Cette belle histoire de ce jeune Malien qui a appris, grâce à Internet, à construire un moulin avant et pour produire l'électricité. Et une fois qu'il est revenu dans son village natal, il a produit de l'électricité. Il a construit ce moulin avant. Il avait seulement 16 ans. Internet peut même, grâce à ce partage de connaissances, améliorer notre santé, développer notre monde et l'améliorer en tout point. Malheureusement, Internet n'agit pas sur notre monde. Ce n'est pas une entité vivante. Internet ne peut pas sauver notre monde, seulement nous pouvons le sauver parce que nous sommes les citoyens de l'humanité. Je vous remercie de votre attention. On voulait aussi remercier Sébastien et Ronan qui n'est pas là aujourd'hui pour le soin qu'ils prennent de leurs auditeurs, pour nous accompagner vraiment dans la réflexion. C'est quelque chose qui est une vraie qualité. Internet est un outil de développement et la plus grande bibliothèque du monde depuis les années 90. Mais ne pensez-vous pas que cette phrase a un petit côté publicitaire? Qu'est-ce qui va faire changer les choses entre une personne qui descend dans la rue et une personne qui est sur Internet? Certes, des personnes qui sont sur Internet peuvent descendre dans la rue ponctuellement. Mais aujourd'hui, entre des pétitions sur un vase, des pages Facebook et une descente dans la rue, qu'est-ce qui va faire changer, faire tomber un État armé? La Révolution française, est-ce qu'ils avaient Internet? Non. Donc les réseaux Tor nous permettent d'avoir un accès à Internet non censuré. Non censuré dit pas de contrôle dit pas de loi. Bienvenue dans le Deep Web. Le problème de ce genre de réseau, c'est que l'on peut se cacher, notamment derrière nos ordinateurs. Face à ça, nous avons aussi une certaine justice qui s'est formée, des personnes qui étaient cachées derrière leur ordinateur, dans ce monde sans loi, qui se permet de faire une justice. Je pense à Anonymous. Mais est-ce que cette justice est-elle réellement juste? Est-ce que l'on a le droit de réduire une vie totale à néant par la diffusion de données personnelles? Peut-on réellement se fier à la vie privée, à nos données personnelles, sachant que maintenant c'est une monnaie d'échange? La diffusion de données personnelles, la réduction de la vie privée par nos pages Facebook, Twitter, Instagram, est vraiment un danger. Vous branchez deux machines ensemble, vous mettez un câble, c'est Internet en miniature.
Personne derrière les ordinateurs. Que se passera-t-il? Rien. Ce qu'il faut vraiment changer, c'est notre vision des choses et descendre nous-mêmes pour changer les choses. Internet ne sert à rien, il ne sauvera pas le monde. Merci. Internet. Ai-je encore besoin de le présenter devant vous? Mais Internet peut-il sauver le monde? Internet a vraiment réussi à tous nous rassembler. Par exemple, en 2001 dernier, à Strasbourg, une femme a réussi à être opérée par un chirurgien opérant à New York, à 7 heures de décalage avec des milliers de kilomètres. Énormément d'universités du monde sont rassemblées à l'aide d'Internet pour des recherches scientifiques, ce qui nous permet de faire des avancées considérables dans plusieurs domaines de recherche différents. Mais c'est vrai qu'Internet ne nous apporte pas que du bien. Nous pouvons trouver énormément de choses illégales, interdites et dangereuses, comme par exemple des armes, nous pouvons acheter des faux passeports pour une certaine somme, ce qui est normalement impossible. Internet, ce n'est qu'un outil entre nos mains, car c'est nous qui en faisons ce qu'il est. Eh bien, l'humain a réussi à démontrer dans de nombreuses périodes qu'en se rassemblant, qu'en se mélangeant, nous avons réussi à faire d'énormes choses, des grandes choses. Si l'homme se rassemble en se servant d'Internet qui peut rassembler le monde entier, alors nous pouvons sauver l'humanité. Je voulais féliciter aussi Suela pour son souci de toujours étayer sa pensée et donc d'avancer vraiment dans le raisonnement de manière très assurée. Ça, c'était très positif aussi. Certes, Internet apporte quelques avantages, mais Internet est aussi la source de dangers de toutes sortes. Les réseaux sociaux. À quoi servent-ils? Dans le fond, on peut les trouver utiles, sympathiques pour partager notre vie quotidienne avec nos amis, mais pas seulement. Les réseaux sociaux sont souvent source d'humiliation et de chantage. Nos informations personnelles ainsi que nos photos peuvent être volées et se révéler dangereuses. Dans 12% des cas, les chantages et les vols d'informations personnelles mènent au suicide de l'internaute. Internet peut aussi être la source de dangers internationaux, principalement causés par le terrorisme. Selon Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po à Paris, historien et spécialiste de l'islam contemporain, 91% des terroristes sont recrutés sur Internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Hormis les vies détruites par Internet, notre planète aussi est détruite par son usage. Gardez à l'esprit qu'une simple requête sur Internet produit 7 grammes de CO2 du fait de l'immense quantité d'énergie consommée sur les quelques 5 millions de serveurs du moteur de recherche américain, soit un total de 238 kg de CO2 produit en une seule seconde. Internet ne sauve pas l'humanité, ne sauve pas l'écologie, Internet ne sauve tout simplement pas le monde. Alors à nous de nous sauver d'Internet. Merci. Et on voulait aussi féliciter Christelle et Laurie pour leur capacité à réagir face à l'adversité, parce que ce soit un micro qui vous joue des tours au début ou l'absence de quelqu'un, l'éloquence c'est aussi quelque chose qui peut vous sortir de situations difficiles, et vous avez très bien relevé le défi toutes les deux. Internet est une source importante de consommation d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Pour faire marcher la toile, il est nécessaire en fait de faire fonctionner divers équipements d'informatique, de télécommunication en permanence, 24 heures sur 24. Tout ce fonctionnement génère en réalité une forte consommation d'énergie, ce qui influe fortement notre environnement. 30 000 litres d'eau sont utilisés afin de créer à peu près 3 smartphones. Or, ces 30 000 litres d'eau serait l'équivalent en fait de 2,5 ans de survie d'une personne, sachant qu'un tiers des hommes dans le monde meurent chaque année en raison d'un manque d'eau ou un manque d'eau potable. Internet a ce qu'on appelle une empreinte environnementale, soit l'équivalent de 40 centrales nucléaires. Enfin, 7 tonnes de CO2 sont émis par jour pour les recherches Google, ce qui correspond en réalité à 7 ans de chauffage dans un appartement parisien. Aujourd'hui, on pense qu'Internet, c'est quelque chose de formidable, ça nous apprend plein de choses, ça permet de se mobiliser sur beaucoup de sujets, des pétitions, tout ça. Mais est-ce que Internet va pouvoir quand même sauver le monde? Dans le monde, il n'y a que 42% de personnes qui ont Internet. Les pays occidentaux, les pays les plus riches ont Internet. Les pays sous-développés ou non développés n'ont pas forcément Internet.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de data centers qui fonctionnent au diesel. Donc concrètement, ça consomme énormément d'énergie. Il faut savoir qu'il y en a, par exemple Facebook, ses serveurs, ses data centers, il les a mis au nord de la Suède, à 100 km du cercle arctique, pour diminuer la chaleur, tellement ça consomme d'énergie. Est-ce que vous saviez qu'à chaque fois que vous faisiez une recherche sur Google, vous jetez 7 grammes de CO2 ? À chaque fois que vous appuyez sur « Rechercher », il y a 7 grammes de CO2 qui sortent dans l'atmosphère. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la consommation d'énergie des data centers, des serveurs, tout ça, est plus importante que l'industrie automobile. Votre ordinateur, il dure, 2-3 ans maximum. Pour le construire, pour le jeter après, il y a 108 kilos de déchets. Donc pour moi, pour conclure, en fait, Internet, ça ne va pas sauver le monde parce qu'on consomme beaucoup trop pour pouvoir l'utiliser. On peut effectivement faire des choses qui peuvent être considérées comme salvatrices du monde, mais pour moi, ça ne pourra pas aboutir. En ce qui concerne Walid, ce qui nous a plu tout particulièrement, c'était la manière dont il nous a rappelé que l'humour est important dans la communication, et c'était quelque chose qui était vraiment un point fort de son intervention. Internet est aujourd'hui un outil global qui permet à l'ensemble de la population mondiale d'être, ou presque, d'être interconnecté. Il nécessite néanmoins l'action de l'homme. Rien n'est publié sans que quelqu'un le fasse. Comme les antibiotiques, Internet, c'est pas automatique. Alors comment pouvons-nous vérifier la véracité des informations publiées sur Internet? Il est déjà très dur de s'assurer de la véracité des propos d'un proche. Alors comment voulez-vous vérifier la véracité, celle d'un inconnu, qui de plus est à l'autre bout du monde? Depuis ces 10 dernières années, Internet a été l'outil qui a permis la création de nouveaux types d'entraide entre les hommes. Notamment grâce à l'avènement de plateformes collaboratives comme Change.org par exemple, qui est une plateforme de pétition en ligne. Le principe de cette plateforme est simple: soumettre à la communauté Internet une idée ou une action, récolter des signatures pour enfin pouvoir agir. La pétition intitulée « Loi travail, non merci ». Cette pétition a récolté 1 200 000 signatures au 1er avril 2016. La loi est néanmoins passée. Le conflit israélo-palestinien. Depuis le début du conflit, le territoire palestinien s'est vu rétrécir exponentiellement. Et dans ce conflit, Internet permet aux Palestiniens de publier sur Internet des images, des vidéos. Quelles ont été les actions menées à l'encontre d'Israël? Aucune. Comment voulez-vous sauver le monde, qui est une globalité, en donnant le pouvoir à une minorité qui, de plus, fait comme bon lui semble? À partir de ces quelques exemples, j'ai juste tenté de vous montrer qu'Internet véhicule les informations et récolte les réactions du monde. Néanmoins, il ne se substitue pas à l'action physique réelle. Si nous voulons réellement sauver le monde, il est de notre devoir de se bouger et de se retourner contre les injustices desquelles on est spectateur. Merci. On s'attendait à quelque chose globalement de très très pessimiste, parce que dans les TD, souvent c'est quand même la méfiance qui a dominé. Et étrangement, aujourd'hui, finalement, on a eu pas mal de paroles plus positives. Et notamment, on retiendra de manière générale un appel à l'engagement, à la reprise en main sur cet outil qui est Internet. Et dans un département d'informatique, ça fait beaucoup plaisir de voir qu'Internet est entre de bonnes mains.